Je répète ce que j'ai dit auparavant, qui utilise qui? Flavio Bolsonaro est utilisé par Marco Rubio et non l'inverse. Le fait qu'il y ait cette faveur, cette sorte de signal, cette sorte d'impulsion à la candidature de Flavio Bolsonaro, donnée par le secrétaire d'État, correspond sa propre candidature à la succession de Trump. Flavio Bolsonaro représente une sorte de coin, une sorte d'entrée dans la réalité politique brésilienne avec la signature. Marco Rubio, ce n'est pas lui qui gagne. Alors, nous devons d'abord regarder cela sous cet aspect, n'est-ce pas? Pourquoi? Maintenant, nous allons examiner les risques et les caractéristiques de cette attitude. Nous avons vu les motifs, maintenant nous allons regarder les risques, n'est-ce pas? Le risque est clair, non? Nous avons une position, cette position de classer toute action comme du narcoterrorisme. C'est le prétexte, ouvrez les guillemets, entre beaucoup de guillemets, pour violer le droit international. Maduro a été kidnappé, entre guillemets aussi. Maduro a été livré, mais officiellement, il a été arrêté parce qu'il appartenait à cause d'une accusation datant de 2004 à un groupe de narcoterroristes qui n'existe pas, mais peu importe, c'était une invention. C'est le cartel de Los Soles, n'est-ce pas? Exactement. Le cartel de Los Soles qui n'existe pas, c'était une invention de la presse vénézuélienne pour désigner le type de protection politique dont bénéficiaient les trafiquants, le cartel du soleil. Alors, quand tu étais là, que tu régnais là-bas, c'est impressionnant, non? L'autorisation pour la capture de queue a été donnée, mais appelons ça une capture si vous voulez, si nous voulons. Le mandat de capture contre Maduro était exactement cette accusation. En d'autres termes, cela peut arriver dans d'autres territoires si c'est le cas. Les États-Unis s'autorisent à envahir des pays et, dans une posture de shérif intercontinental, à capturer des personnes. C'est tellement réel, c'est tellement absolument réel que le président Lula, dès son retour, dès que la situation au Venezuela est survenue, a perçu le risque. Il a convoqué les militaires brésiliens, le commandant de l'armée de terre, le commandant de la marine, le commandant, qui vous voulez, il suffit de chercher sur Google, vous trouverez. Ce que Lula a dit très clairement, si cela s'est produit là-bas, cela peut se produire ici. Maintenant, nous avons, appelons-le ainsi, le protocole institutionnel typiquement américain en violation du droit international pour que cela se produise. Donc, quand nous regardons cela, nous devons considérer les atteintes à la souveraineté brésilienne. Des crimes commis par des Brésiliens, cela n'a rien à voir avec la protection du PCC, du Commando Vermelho ou d'organisations de trafic de drogue. Ils sont dangereux, ils représentent un très grand risque. Ils doivent être combattus par les lois brésiliennes, par les autorités brésiliennes, pour les crimes commis ici au Brésil. Donc cela n'autorise personne, quel que soit le bord politique, à faire cela. La drogue est un problème international. N'importe quel pays européen est infesté de drogue. Partout en dehors de l'Europe de l'Est, il y a de la drogue. En Chine, il y a de la drogue. Le fentanyl entre aux États-Unis en provenance de Chine. Ce n'est pas un problème brésilien. La régulation de ce processus existe déjà à travers des lois internationales, et elles sont efficaces. D'ailleurs, le président Lula, avec le président Trump, notre ministre des Affaires étrangères Mauro Vieira et d'autres, le directeur de la police fédérale lui-même a informé qu'il était présent. Il a informé que le Brésil avait progressé dans les formats de coopération, dans les programmes de coopération avec la police américaine, avec la justice américaine, pour punir tout type d'action de ces narcos, de ces terroristes, de ces trafiquants de drogue, n'est-ce pas? C'est le point essentiel. Cela avait déjà été convenu, respecté, dans le respect des procédures internationales. Ce que Marco Rubio a fait, c'est mettre le Brésil au même niveau que d'autres petits pays qu'il peut envahir et traiter de cette façon. Tu vas me dire, c'est difficile que cela arrive. Oui, c'est vrai. Il est beaucoup plus probable qu'il y ait des sanctions contre des personnes, des sanctions contre des entreprises. Une décision similaire a déjà été prise avec le Mexique il y a environ 6 mois. Rien ne s'est passé, c'était purement politique.
Cette décision de Marco Rubio, le fait qu'il ait eu le courage de faire cela, d'être à l'oreille de Trump, parce que dans l'autre oreille, il y a Scott Bassett qui lui dit « Écoute, le Brésil est sérieux ». Lui-même, l'opinion de Trump sur qui est le président Lula, c'est que c'est un gars dynamique. Tu te souviens de ça? Tout le monde l'a noté. L'ICL a fait un excellent article à ce sujet. Donc tout était plus ou moins scellé, n'est-ce pas, dans ce que Trump a entendu. Cet avertissement de Marco Rubio, ce souffle que Marco Rubio offre au clan Bolsonaro, il comporte une menace. Pardonnez-moi l'audace, pauvre Cuba, c'est un mauvais signe. S'il a osé faire cela contre la volonté de son chef, Trump, qui était plus conciliant avec le Brésil, il peut oser d'autres actions envers Cuba, parce qu'il le veut vraiment. Si Marco Rubio parvient à un changement de régime à Cuba, même si ce n'est pas un changement mais une invasion militaire de Cuba, sa candidature sera très forte. Nous devrions en discuter, c'est un autre point de vue. Pourquoi fait-il cela avec le vote hispanique? C'est une autre réalité. Il y a un troisième point, n'est-ce pas? Nous avons vu les raisons, nous avons vu les risques. Voyons le troisième point, c'est efficace. C'est réel. Va-t-il réellement produire des effets pour la candidature de A, B ou C ici au Brésil? Faites attention. J'ai déjà abordé ce sujet ici avec toi. Je vais simplement répéter ce que j'ai dit. J'aimerais qu'on appelle n'importe quel militaire brésilien de n'importe quelle tendance A, B ou C. Et qu'on demande à un général, un brigadier ou un amiral brésilien s'il est d'accord avec n'importe quel risque pour la souveraineté brésilienne, même une égratignure. Demande-lui. Aucun militaire, quelle que soit sa tendance, n'accepte cela. C'est évident que non. C'est évident aussi que l'électeur brésilien, quand il comprendra de quoi il s'agit, ce que cela signifie, que des Brésiliens peuvent finir par être arrêtés, maltraités ou tués sur des bateaux, comme cela s'est déjà produit avec des dizaines de personnes en mer des Caraïbes, si l'un d'entre nous va accepter cela, si c'est politiquement efficace. J'ai mes craintes. J'ai l'habitude de rappeler à tous ceux qui font cela que le vote au Brésil, je vais prendre la partie la plus récente, d'accord, depuis la démocratisation, n'est-ce pas? Le vote au Brésil est absolument marqué par des positions nationalistes. Faites attention. Tous ceux qui ont joué avec ça ont perdu l'élection. Le Brésilien ne veut pas que quelqu'un vienne commander chez lui, non. Ça, c'est très clair, quel que soit le niveau d'éducation ou le niveau de revenu. C'est plus ou moins unanime, c'est un fait. Si quelqu'un veut s'en souvenir, pensez au président Sarney et à la question, par exemple, des entreprises publiques. Je parle de la question du président Sarney il y a 40 ans. Et à partir de là... Je ne sais plus. C'est arrivé avec tarifatio, n'est-ce pas, Trévisan? Maintenant, tarifatio. Allez. Tu m'as ôté les mots de la bouche, César. Exactement, très bien rappelé. Le président Lula faisait face à des problèmes de popularité, puis est venu le tarifatio et il a adopté une position défensive pour le Brésil et a dit « ici, non ». Ça a augmenté, c'est notoire. Toutes les enquêtes l'ont enregistré. Donc, par conséquent, j'ai une certaine méfiance envers toute cette célébration que tant Flavio que son frère Eduardo ont déjà faite et tout le reste, cela pourrait signifier se tirer une balle dans le pied. Parce que le comportement électoral des Brésiliens est marqué par un fort nationalisme. Ce n'est pas propre à cette élection, et encore moins à une couleur politique particulière, que ce soit à droite ou à gauche. Non, 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 on ne fait pas ça, parce que l'électeur brésilien, n'est-ce pas, il y a plus. Je me souviens que lors du plan Colombie et de l'action du plan Colombie pour mobiliser les militaires colombiens qui voulaient arrêter Pablo Escobar, toute cette situation, il y a eu une résistance brutale de l'Amérique latine menée par le Brésil contre la création d'une caserne américaine en Colombie. Personne n'a accepté. Plus récemment, je vais donner un exemple concret de ce dont je parle pour montrer à quel point cela revient à se tirer une balle dans le pied avec nom et prénom. Plus récemment, il y a eu une tentative de la part d'un camarade appelé Mike Pompeo, qui était le secrétaire d'État américain à l'époque. Cela devait être, je parle de mémoire, peut-être vers 2020. Consultez simplement Google, vous vous souviendrez quand j'en parlerai.
Ou bien les États-Unis envisageaient-ils une action collective latino-américaine menée par des troupes américaines pour combattre le narcotrafic aux frontières de la Colombie, de la Bolivie et du Brésil, et qu'il serait important d'être là en Colombie justement pour faire face à cela? Le représentant brésilien à cette réunion était le vice-président Hamilton Mourão, qui a défendu la position classique des forces armées brésiliennes. Nous n'avons aucun intérêt là-dedans. Nous n'allons pas le faire. Nous n'avons pas cela. L'intention était, ce qui était sous-entendu, c'était de former une force de groupe de droite pour attaquer le gouvernement vénézuélien. Je me souviens parfaitement que Mourão a posé une question. Nos chars sont-ils plus anciens? Les chars vénézuéliens sont-ils plus modernes? Tu te souviens? Vous allez amener vos chars ici? Nous ne voulons pas. C'est juste? Écoute bien. Je parle de Hamilton Mourão, gouvernement Bolsonaro. Il n'a pas plaisanté avec le nationalisme brésilien. Donc, je pense que nous avons ces trois aspects à considérer dans cette situation. Il y a l'aspect des motivations, qui ne fait pas partie de la candidature Bolsonaro, qui ne sont pas utilisées. L'aspect du risque, qui est très élevé pour la souveraineté, et l'aspect de l'efficacité, qui est hautement douteux. Une autre vision, et là on a vu par exemple au cours des dernières décennies, les États-Unis ont utilisé certaines, disons, approches et stratégies discursives. Surtout en considérant la lutte contre le terrorisme après le 11 septembre, la drogue et la corruption, avec le FCPA, etc. Et ils sont très forts dans cette approche un peu hollywoodienne d'explorer des thèmes qui sont, dans une certaine mesure, irréfutables. Parce que, n'est-ce pas, le bon sens ne dira jamais « Eh bien, je trouve mauvais que vous luttiez contre le crime organisé, la drogue, la corruption. » Personne ne va se positionner de cette façon. Mais là, on sait. Par exemple, il y a le livre, on en a déjà parlé ici, j'en ai déjà parlé avec toi ici sur la chaîne, du livre. Par exemple, le piège américain montre comment le FCPA a été utilisé pour, en gros, kidnapper le dirigeant d'Alstom, le dirigeant français d'Alstom, du conseil d'administration d'Alstom, pour forcer Patrick Crone, qui était le président de l'entreprise à l'époque, à vendre la division chaudière d'Alstom à General Electric, qui est un géant du capitalisme américain, et cela servait les intérêts de General Electric et aidait aussi à déstabiliser le programme nucléaire de la France elle-même. Donc, nous savons que des mesures comme celle-ci, annoncées aujourd'hui par Marco Rubio, peuvent avoir des implications concrètes. Je ne pense pas que les États-Unis envahiront le Brésil pour kidnapper Lula, car ce serait probablement le plus grand scandale de l'histoire moderne. Mais la même efficacité et n'aurait pas la même efficacité que le cirque organisé à Caracas. C'est une réalité complètement différente. Allons-y. Peux-tu développer davantage? Je pense aussi que c'est peu probable. Mais je pense que cela peut avoir un sens de coercition, de chantage, de cette ingérence plus directe dans notre question intérieure qui est déjà matérialisée. Désormais, il ne s'agit plus seulement de savoir si et quand cela arrivera. Maintenant, nous avons déjà des faits concrets qui renvoient à une ingérence très directe dans notre question intérieure en regardant vers l'élection, n'est-ce pas? Ce point est essentiel. Parce qu'imaginer que les Américains vont venir ici pour kidnapper en Amazonie un chef du gang du PCC, c'est un peu une plaisanterie. N'est-ce pas? Ça n'arrivera pas, n'est-ce pas? Le territoire brésilien est... Avons-nous des lacunes? Oui, mais il est suffisamment bien défendu pour empêcher des aventures de ce genre, n'est-ce pas? Ce n'est pas tout à fait comme ça. Mais j'attire l'attention sur un autre détail. Cela vous amène à qualifier ces entités, ces factions de narco-terroristes. Elles autorisent que tout secteur accusé par la justice américaine puisse être puni par des sanctions. C'est ça le point. Nous pourrions utiliser, par exemple, imaginons une situation hypothétique, folle, le pétrole sur la marge équatoriale. Les États-Unis y ont intérêt et veulent en acheter. J'ai un secteur du PCC qui est ami avec je ne sais pas qui. Alors je vais imposer une sanction contre cette entreprise jusqu'à ce qu'elle... J'explique simplement. Je ne dis pas que c'est comme ça. C'est simplement à titre pédagogique. La sanction peut prendre différentes formes.
Le plus grand danger ne réside pas dans une action militaire dans un pays comme le Brésil, avec 210 millions d'habitants. Ce n'est pas ça. Le Brésil n'est pas le Venezuela, avec toutes ses divisions internes et tout le reste. Quand les gens pensent au Venezuela, s'il vous plaît, avant de penser à Maduro, à l'idée d'être capturé, ils pensent à quoi? En avril de l'année dernière, pas de cette année, Delcy Rodriguez est restée. Elle est restée plus d'un mois à Washington, négociant tous les accords. Si quelqu'un a un doute à ce sujet, veuillez consulter le Financial Times qui a publié un excellent article sur Delcy Rodriguez, sur Rodriguez. Pendant la candidature de Trump en 2024, la directrice d'une filiale pétrolière vénézuélienne a fait un don à la campagne de Trump. Faites attention à cela. Donc, quand vous parlez de cela, si quelqu'un a un doute, il suffit de consulter le Financial Times. Oui, la source n'est pas la mienne, ni une source douteuse, n'est-ce pas? C'est un journal comme celui-là, comme le Financial Times, montrant qu'elle avait déjà des liens avec Trump auparavant. C'est pour cela que cela s'est passé là-bas.